toujours un bonheur de vous retrouver dans cette rétrospective environnementale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'anticipation du gouvernement sur les risques d'inondation au Togo, il est prévu la construction notamment des ouvrages de drainage d'eau pluviale et des caniveaux dans plusieurs quartiers de Lomé, des infrastructures à libérer avant le début de la saison pluvieuse. L'extraction et le traitement du phosphate, au-delà de sa contribution à l'économie nationale, constitue un risque majeur pour l'environnement et la santé humaine. Au Togo, ce minerai est surtout synonyme de pollution et d'appauvrissement des habitants de Kpémé. Constat à suivre dans ce journal. En Afrique du Sud, les stratégies se déploient pour résoudre la crise de l'électricité dans le pays. Le président Cyril Ramaphosa vient d'approuver un protocole d'accord entre le ministère des Entreprises publiques et le ministère de l'Électricité. Les précisions sur cet accord dans quelques instants. Et puis pour la deuxième année consécutive, la conférence de l'ONU sur le climat sera présidée par un homme ayant des liens avec la compagnie pétrolière. Le choix est porté sur Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie de l'Azerbaïdjan. Qui est-il? À quoi doit-il s'entendre? Vous le saurez dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. À présent, le journal. Au Togo, le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, va réaliser plusieurs travaux pour minimiser les risques d'inondation dans la capitale Lomé. Parmi ces actions, la construction notamment des ouvrages de drainage d'eau pluviale et des caniveaux. Les travaux vont débuter à Sagbado puis dans les autres quartiers de Lomé. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, entend réaliser plusieurs travaux, notamment les ouvrages de drainage d'eau pluviale, la construction des caniveaux pour minimiser les risques d'inondation dans la capitale Lomé. Il a été annoncé par le ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat la construction de 28 km de caniveaux longeant les rues en cours d'aménagement des quartiers de Baie, Oba et Tocoin d'Oumassessé. Les travaux de construction d'ouvrages de drainage vont débuter sur 20 km à Sagbado le long des 8 km de voies desservant les sites du projet de logement collectif prévu dans cette périphérie. L'exécutif prévoit également de réaliser des travaux d'assainissement dans la zone Umbi, dans la commune d'Agoy-Niveau 1, à travers la construction du collecteur exutoire pour le bassin vers la rivière Zio et des caniveaux. Selon le ministère piloté depuis septembre 2023 par Kodjo Adedje, les travaux de curage de certains bassins clés de Lomé et le débouchage des exutoires à la plage de Lomé devraient se poursuivre. Ce département ministériel va réaliser ces travaux grâce à un financement de 12 milliards de francs CFA prévu dans la loi de finances 2024. Le phosphate est la principale source de revenus miniers du Togo, mais son extraction et son traitement sont synonymes de pollution. Cette pollution représente une menace sérieuse pour l'environnement en général et pour l'homme en particulier à travers la chaîne alimentaire. Suivant. Principale richesse minière du Togo, l'histoire d'exploitation du phosphate a débuté avec les Français dans les années 1950. Aujourd'hui, le Togo dispose dans son sous-sol plus de 2 milliards de tonnes de phosphate et le gouvernement ambitionne de s'imposer dans les 10 tops des producteurs mondiaux. La valeur de la production était estimée à 57,15 milliards de francs CFA en 2020, selon les chiffres déclarés à l'Initiative pour la transparence des industries extractives. La production moyenne est de 1,1 million de tonnes par an selon le site de la Société nouvelle des phosphates du Togo, CNPT. Chaque jour, des cargaisons de phosphate passent par la localité de Kpémé, une agglomération située à une trentaine de kilomètres à l'est de Lomé. Des convois de phosphate à destination de l'usine de nettoyage sur le site de Kpémé. Dans cette zone qui regroupe 5 villages et plus de 6000 personnes, les habitants doivent partager leur vie quotidienne avec l'usine de la Société nouvelle des phosphates du Togo. Cette usine d'exploitation des phosphates n'est pas synonyme de développement, mais plutôt de pauvreté et de pollution, déplorent les riverains.
Si la CNPT n'utilise pas de produits chimiques pour laver le phosphate sédimentaire, les différentes phases de l'extraction puis du traitement du minerai font ressortir de nombreux métaux lourds. Ces métaux peuvent représenter un risque de contamination des sols, des eaux, de l'air et de santé publique dans les zones affectées selon un rapport d'audit environnemental et social de la CNPT. Comparé aux autres gisements de phosphate sédimentaires dans le monde, les phosphates du Togo ont des concentrations légères plus élevées en métaux lourds. Selon l'Agence nationale de gestion de l'environnement, cet audit est le dernier en date réalisé par la CNPT, bien que la loi stipule que les sociétés minières doivent en produire tous les 4 ans. L'usine de traitement du phosphate du Kpémé est située à quelques mètres de l'océan Atlantique où elle rejette plusieurs types de déchets. Au sein de l'usine, une cheminée émet de la poussière jaune. L'extérieur de grands amas de déchets solides sont visibles juste à côté de l'enceinte de l'usine vers la plage de Gumukope. La poussière issue des rejets de la cheminée se dépose presque tous les jours sur les habitations et sur les champs les plus proches. Il s'agit des poussières de phosphate mélangées au gaz de combustion selon l'audit de 2016. Cette poussière pollue les sols et les nappes souterraines de la zone en métaux lourds et en fluor. L'inhalation et la consommation des produits agricoles contaminés sont source de nombreuses maladies d'intoxication aux métaux lourds et au fluor. Et les poussières qui se déposent sur les sols contribuent à la contamination des nappes phréatiques dans les villages autour, ce qui engendre des maladies chez les habitants. L'exploitation du phosphate de l'usine de Kpémé est source de pollution qui représente une menace sérieuse pour l'environnement en général et pour l'homme en particulier à travers la chaîne alimentaire. Le Maroc va amorcer une étape cruciale dans sa quête de durabilité environnementale. Le pays va bénéficier d'un prêt de 100 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement. Le financement permettra au gouvernement d'implémenter sa stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Irène Pakadina. Les feux de forêt ont occasionné une catastrophe environnementale au Maroc avec la perte alarmante de plus de 1400 hectares de son couvert forestier entre juillet et mi-août 2023. Ainsi, le pays est en train d'intensifier les efforts afin de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et de promouvoir le développement économique du Maroc. C'est dans ce cadre que le pays bénéficiera d'un prêt de 100 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement sur la période 2024-2028. Ce prêt aidera le Maroc à mettre en œuvre son projet de gestion inclusive et durable des forêts. Ceci vise à assurer une gestion durable des ressources naturelles, promouvoir l'écotourisme et valoriser les secteurs économiques forestiers tout en contribuant au développement socio-économique des populations marocaines concernées. Selon l'environnementaliste Kossivi Adessou, les engagements internationaux stratégiques du pays, surtout en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, sont d'une importance capitale. Le Maroc estime atteindre 8,8 milliards de dollars, le coût global pour mettre en œuvre sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si cette politique venait à bénéficier de l'appui des partenaires à hauteur de 21,5 milliards de dollars d'ici 2030, les prévisions estiment que le niveau d'émissions serait stable, voire à la baisse. Avec cet appui de la Banque européenne d'investissement, le pays nord-africain se dotera de moyens dont le but de créer plus de 27 500 emplois et d'augmenter la valeur marchande des secteurs productifs et écotouristiques à environ 0,5 milliards d'euros par an. Le Maroc a fait des progrès significatifs dans la lutte contre les défis environnementaux mondiaux. Menacés par le phénomène mondial du changement climatique, les récifs coralliens de la mer tunisienne sont confrontés à une exploitation illégale. La raréfaction des plongeurs professionnels et la valeur marchande des coraux sont présentés comme les principaux facteurs du braconnage de ces minuscules animaux marins vivant en colonie. Alexandra Adekambi.
À Tabarka, comme dans les autres villes côtières du nord de la Tunisie, les corailleurs peinent à payer leurs charges face à l'augmentation des coûts de logistique. Les prix de l'hélium nécessaires pour la plongée profonde ont quadruplé en 10 ans, poussant bon nombre de pêcheurs professionnels de corail à abandonner l'activité. Une situation qui profite aux contrebandiers qui ne s'acquittent d'aucune contrainte fiscale et réglementaire. Ces derniers bénéficient en plus de la valeur marchande des coraux avec des prix à l'export pouvant atteindre 5 000 € le kilogramme. Dans leur quête vers l'or rouge, les pêcheurs illégaux emploient des techniques non durables et non respectueuses de la biodiversité. Cela consiste à traiter des grosses chaînes sur lesquelles on accroche des morceaux de filet. Ces grosses chaînes sont à leur tour tractées par des unités de pêche, notamment des bateaux d'environ 10 mètres de long, dotés de moteurs de 200 à 300 chevaux. Pour mettre fin à cette pratique, des unités de la Marine nationale tunisienne multiplient des opérations de surveillance et d'interpellation d'embarcations de pêche de corail sans autorisation. Cela a permis, entre autres, la saisie de 12,7 kg de corail le 13 octobre 2023 au port de pêche de Zerzourna, situé au nord de la Tunisie. C'est dans cette même région que les autorités tunisiennes ont démantelé un réseau de trafic international en possession d'un butin de 600 kg de corail d'une valeur de 2 millions d'euros. Les trafiquants s'apprêtaient à exporter la cargaison vers l'Italie, principale destination des coraux méditerranéens. Ces invertébrés marins aux squelettes externes en calcaire y sont transformés en bijoux, notamment des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et des bagues. Le corail est un minuscule animal marin qui vit en colonie avec d'autres individus de son espèce. Ceux-ci forment des récifs coralliens essentiels à l'équilibre biologique de l'océan, en ceci qu'ils abritent près de 25% des espèces marines. Mais outre le braconnage et d'autres causes humaines telles que la pollution ou encore la surpêche, les écosystèmes coralliens sont menacés de disparition partout dans le monde à cause du changement climatique. D'après une étude publiée en décembre 2021, en marge de la 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, les récifs coralliens vivent et prospèrent à des températures comprises entre 27 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Si la température dépasse ces limites, les récifs blanchissent et finissent par mourir. Le président Cyril Ramaphosa a approuvé le 5 janvier dernier un protocole d'accord entre le ministère des Entreprises publiques et le ministère de l'Électricité afin de résoudre la crise de l'électricité dans le pays. Selon le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie, la capacité totale de production d'électricité de l'Afrique du Sud, toutes sources confondues, est de 58 095 MW. Commentaire signé Irène Papadina. En Afrique du Sud, le ministère des Entreprises publiques et le ministère de l'Électricité ont signé le 5 janvier 2023 un protocole d'accord afin de clarifier leurs responsabilités respectives concernant la Commission sud-africaine d'approvisionnement en électricité ESCOM et la résolution de la crise énergétique dans le pays. Selon les données officielles, ESCOM, la première des compagnies de production et de distribution d'électricité en Afrique du Sud, produit environ 95% de l'électricité utilisée dans le pays et environ 45% de l'électricité utilisée en Afrique. ESCOM produit, transporte et distribue de l'électricité aux clients industriels, miniers, commerciaux, agricoles et résidentiels ainsi qu'aux redistributeurs. D'après le président Cyril Ramaphosa, malgré que des progrès significatifs ont été réalisés pour réduire la gravité des délestages, il reste encore beaucoup à faire pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité. L'approche collaborative décrite dans le protocole d'accord renforcera encore les efforts d'ESCOM pour réduire la crise de l'électricité. Le protocole d'accord tient compte de la constitution d'ESCOM et définit les rôles et les responsabilités du ministère de l'électricité. Ainsi, le ministre de l'électricité, Konzicho Ramugopa, est chargé de veiller à la mise en œuvre du plan d'action énergétique et du plan de relance de la production d'ESCOM.
Selon le ministre de l'Électricité, le gouvernement multiplie les investissements notamment dans le secteur nucléaire pour une production supplémentaire de 2500 MW d'ici 2033 afin de répondre aux questions de sécurité nationale et de souveraineté énergétique. Au cours de ces dernières années, l'économie sud-africaine s'est développée au rythme très rapide, ce qui a entraîné une augmentation de la demande d'électricité. La capacité de production de l'Afrique du Sud est restée constante alors que la demande n'a cessé d'augmenter, ce qui a entraîné une pénurie d'électricité. Actuellement, le charbon, principale source d'énergie en Afrique du Sud, représente environ 80% du mix énergétique du pays. Selon le plan de ressources intégrées de 2019, 24 100 MW de sources d'énergie thermique conventionnelles, en particulier le charbon, sont susceptibles d'être mis hors de service dans les 10 à 30 prochaines années. Les gorilles de montagne du Rwanda connaissent un rétablissement impressionnant après des décennies de menaces dues à l'homme. Ils étaient autrefois menacés par le braconnage, les conflits armés et les maladies. Ces primates prospèrent désormais grâce à des efforts de conservation dévoués. Au sein de la chaîne de Virunga, des rangers guident un groupe de touristes à travers la forêt tropicale à la recherche de l'une des espèces les plus menacées du monde, notamment le gorille des montagnes. En dépit de la difficile météo, ils continuent leur chemin, guidés par Patience Dusabi-Mana, un guide des gorilles. Ils donnent des informations précieuses à propos de l'interaction avec ces créatures majestueuses, comme faire attention quand on entend un dos argenté faire le A ou ne pas l'approcher quand il tousse, car ceci veut dire qu'il veut qu'on recule. Plus loin dans la forêt, ils aperçoivent les gorilles et le guide qui travaille avec eux depuis 2 décennies s'étonne de leur relation étroite avec les humains. Bien qu'ils soient génétiquement semblables, ces gorilles étaient confrontés au braconnage et au conflit en République démocratique du Congo. En 2008, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, a estimé le nombre de gorilles de montagne à l'état sauvage à 680. Cependant, les récents efforts ont porté leurs fruits. Dusabi-Mana a noté l'augmentation de leur population à 1063 lors des recensements en 2018. Les patrouilles anti-braconnage et la suppression des pièges sont des initiatives de conservation qui ont permis l'essor de la population des gorilles. Le dernier incident de braconnage de gorilles au Rwanda en 2002 marque une importante étape dans la réussite de la conservation. Le guide explique qu'ils ont besoin de socialisation et souligne aussi le bien fondé des efforts de conservation pour la suivi de ces créatures car ils peuplent des zones entourées de terres fortement cultivées, présentant ainsi des risques permanents. Même si les défis existent toujours, on espère que ces majestueux gorilles de montagne continueront de prospérer pendant des générations à venir, montrant le succès de l'engagement du Rwanda en faveur de la conservation. Avec près de 70% de l'offre, le Madagascar est leader mondial de l'industrie de la vanille. Selon une étude publiée fin décembre 2023, le pays enregistre des dégâts écologiques dus à la culture de ce tarum. La culture de la vanille en forêt entraînerait, d'après les données, une diminution de 47% des espèces endémiques. Les précisions avec Alexandra Adekambi. Une nouvelle étude met en lumière l'impact néfaste de la culture de la vanille sur la biodiversité de Madagascar. Une chute alarmante de 47% des espèces endémiques a été observée lorsque cette épice est cultivée en forêt. Un pourcentage inquiétant, d'autant plus que l'île de Madagascar est connue pour ses espèces uniques. Près de 90% de ces espèces y sont endémiques selon les chiffres officiels. L'étude publiée en fin décembre 2023 dans la revue Communication naturelle par des chercheurs de l'université de Göttingen en Allemagne s'est concentrée sur la biodiversité dans la région nord-est de Madagascar pour examiner de près les arbres, les plantes herbacées, les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les papillons et les fourmis. L'étude révèle par ailleurs que la densité et la longueur des plants de vanille
pourrait impacter certaines facettes de la biodiversité. Des plantes plus denses et plus longues, bien que bénéfiques pour les rendements, pourraient avoir des répercussions négatives sur le développement de certaines espèces d'arbres et de reptiles. Il faut cependant souligner le rôle vital de la culture et l'exportation de la vanille pour Madagascar et pour des milliers de petits agriculteurs du nord-est de la grande île. Vendue à $250 le kilogramme, cette épice incontournable en pâtisserie est, après le safran, la plus chère au monde. Une aubaine pour Madagascar qui, avec près de 2500 tonnes d'exportation annuelle, soit 70% de l'offre mondiale, a réalisé des recettes de l'ordre de 602 millions de dollars en 2021, selon les données de la Banque centrale de Madagascar. Pour concilier la prospérité économique et la conservation de la biodiversité dans la culture de la vanille malgache, l'équipe de chercheurs de l'université de Göttingen conseille aux agriculteurs de se tourner vers des terres en jachère, c'est-à-dire des terres agricoles laissées sans exploitation pendant un certain temps. L'implication des communautés joue un rôle vital dans le développement et dans la préservation des ressources forestières et de la faune sauvage. C'est ce qu'a indiqué l'autorité des forêts de la faune sauvage de l'Érythrée en décembre dernier. Selon elle, l'implication de la communauté a permis de mettre en terre plus de 5,2 millions de plants provenant de 37 pépinières au cours de l'année 2023. Pour en parler, Irène Papadina. L'Érythrée renforce ses actions en faveur de l'environnement. En 2023, plus de 5,2 millions de plants d'arbres issus de 37 pépinières ont été mis en terre par les communautés, la société civile et le gouvernement. L'information a été révélée lors de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'autorité des forêts et de la faune sauvage de l'Érythrée. Une occasion pour les autorités érythréennes d'échanger sur les stratégies visant la réduction de la déforestation, des feux de forêt et de la désertification. Considéré comme l'un des pays les moins développés d'Afrique, l'Érythrée multiplie les initiatives pour mieux protéger sa faune et sa flore, en particulier dans les réserves. La préservation de la faune et de sa flore est considérée comme un facteur de croissance économique. Dans le pays, la construction d'environ 7000 hectares de terrasses et de la rénovation de plus de 4484 hectares ont été signalées, ainsi que la construction et la rénovation de systèmes de dérivation d'eau pour un total de plus de 103 000 mètres cubes. Selon Mousso Dekapina, directeur général de Namfumu Conservation Trust, la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée de 1998 à 2000 a gravement affecté l'économie du pays. La croissance du PIB est tombée à zéro entre 1999 et à moins 12,1% en 2000. La population érythréenne qui vit de l'agriculture exploite les zones forestières pour pratiquer de l'agriculture, extraire du bois de chauffage et des matériaux de construction, des plantes médicinales et autres. Ces pratiques non planifiées et non organisées ont contribué à la dégradation du couvert forestier et des écosystèmes. Le plan stratégique du pays pour l'année 2024 vise à renforcer ces initiatives environnementales. Dans les premiers rapports nationaux sur le climat et le développement publiés en fin 2023, la Banque mondiale a fait plusieurs recommandations pour améliorer l'accès à l'eau douce dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Parmi ces recommandations, l'accélération de la modernisation des systèmes d'irrigation en 2024. Les détails avec Alexandra Adekambi. Au cours de l'année 2023, la Banque mondiale a jugé le niveau de sécurité hydrique des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord menant, à savoir l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Irak, la Jordanie, le Liban. Il apparaît dans ces rapports nationaux sur le climat et le développement que l'eau douce s'y fait de plus en plus rare. Les pertes de produits intérieurs bruts PIB liées au climat se situeraient entre 1,1 et 6,6% à l'horizon 2050. Certes, les impacts varient d'un pays à l'autre, mais ces pertes s'expliquent avant tout par l'insécurité hydrique. Si la sécheresse accentue la raréfaction de l'eau douce, une utilisation irrationnelle de la ressource disponible explique aussi son épuisement rapide.
En Tunisie, par exemple, la Banque mondiale craint que ces pertes du PIB dues aux pénuries d'eau atteignent 11% d'ici à 2050, ce qui aurait également un impact sur la croissance économique du pays d'Afrique du Nord. Pour éviter le pire, le groupe préconise les solutions qui intègrent les enjeux de l'agriculture et de l'énergie. Dans les pays d'Afrique du Nord, de manière générale, l'agriculture serait le secteur le plus consommateur d'eau. En Tunisie, les prélèvements pour l'irrigation culminent à plus de 75% de la consommation d'eau douce selon la Banque mondiale. Ce pourcentage peut être réduit notamment en modernisant les systèmes d'irrigation. À en croire le fournisseur israélien de systèmes d'irrigation Netafim, présent au Maroc et en Côte d'Ivoire, l'irrigation goutte à goutte est connue pour être la méthode d'irrigation la plus performante et durable, avec entre 95 à 100% d'efficacité d'utilisation de l'eau. En comparaison, les systèmes par aspersion ont une efficacité d'utilisation de l'eau de 80 à 85% et la méthode par inondation à seulement 40 à 50%. Outre la rationalisation de l'utilisation des ressources en eau douce, les systèmes d'irrigation modernes contribueront à améliorer les rendements agricoles. La sécurité alimentaire, également menacée, passera aussi par une révision des systèmes de culture, l'adoption des variétés tolérantes à la sécheresse, la promotion de cultures à forte valeur ajoutée et le recours à des solutions fondées sur la nature. L'autre recommandation de la Banque mondiale pour atténuer la crise de l'eau dans la région de la MENA est la réutilisation des eaux usées traitées à partir des énergies renouvelables pour l'irrigation. L'accélération de cette pratique, qui gagne du terrain en Afrique du Nord notamment, permettra de préserver l'eau douce et de la rendre plus disponible pour les ménages. Depuis la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique COP27, tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte, où la Banque mondiale s'est engagée à mettre en œuvre les recommandations de ses rapports nationaux sur le climat et le développement, près de 800 millions de dollars ont été mobilisés. Dans le reste de l'actualité, l'Allemagne, à l'instar de la France, finit l'année 2023 sur un bon résultat sur le plan écologique. La Confédération germanique a enregistré l'année dernière une baisse record de ses émissions de CO2 en 70 ans. Un bon résultat que le pays compte maintenir dans la classe Europe. Vivace Amana. L'Allemagne, qui est la première puissance industrielle d'Europe, a affiché en 2023 un taux d'émission de CO2 de 673 millions de tonnes, soit son plus bas niveau depuis les années 1950. C'est ce qui est révélé dans une étude du groupe d'experts Agora Energy Wende. C'est une bonne nouvelle qui symbolise une transition écologique réussie. Mais d'après Camille Defar, la chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, l'heure n'est pas encore à la célébration. Elle précise que le rapport fait un état de constat plus nuancé. Il est montré que l'origine de la baisse des émissions n'est due aux politiques écologiques que sont les déploiements d'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique et la sobriété qu'à hauteur de 15%. La majeure partie de la baisse est attribuée à une chute de la demande en électricité des énergies énergo-intensives. L'autre raison de cette baisse de CO2, selon le groupe d'experts, est la forte diminution de la production d'électricité à partir du charbon. En effet, avec une volonté politique affichée de fermeture des centrales à charbon en 2038, Berlin a baissé la part du charbon de 26% en 2023 contre 36% en 2022. Pour les scientifiques, les bons résultats de l'Allemagne sont le fruit d'une volonté politique avec le concept d'économie sociale et écologique qui est en priorité de la coalition au pouvoir depuis 2021. Notons que l'Allemagne a importé plus d'électricité en 2023. Mais pour la première fois de son histoire, la Confédération germanique a produit plus de la moitié d'énergie renouvelable pour ses besoins en électricité. Un résultat remarquable avec un objectif ambitieux d'obtenir 80% d'électricité d'origine renouvelable en 2030. L'Allemagne a réussi à développer du solaire et de l'éolien en très peu de temps et cela montre que ce déploiement massif est possible, rentable et bon pour la sécurité énergétique du pays. La 29e conférence de l'ONU sur le climat qui aura lieu en novembre prochain à Bakou sera présidée par Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie de l'Azerbaïdjan. Il a été nommé lors de la COP28 à Dubaï.
Avec cette décision, c'est la deuxième année consécutive que la COP sur le climat sera présidée par un homme ayant des liens avec la compagnie pétrolière nationale. Reportage. Le président de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat est désormais connu, Son Excellence Mukhtar Babayev, ministre de l'écologie et des ressources naturelles, ancien de la compagnie pétrolière nationale SOCAR, est nommé président de la 29e conférence de l'ONU sur le climat qui se tiendra en novembre prochain à Bakou, capitale et pôle commercial de l'Azerbaïdjan. Ce sera la deuxième année de suite qu'une COP sur le climat est présidée par un homme ayant de hautes responsabilités dans la compagnie pétrolière nationale de son pays. Le président sortant de la COP28 a d'ailleurs félicité son homologue Mukhtar Babayev qui a présenté son pays aux négociations de Dubaï. Le gouvernement azerbaïdjanais a également nommé le vice-ministre des Affaires étrangères Yalchin Rafiev comme négociateur en chef pour la COP29. Les COP sont organisées chaque année dans une zone différente et les pays hôtes sont désignés par consensus par les pays de la zone. En 2023, les pays asiatiques avaient désigné les Émirats et cette année, après des mois de blocage, c'est finalement l'Azerbaïdjan qui a été désigné par les pays d'Europe de l'Est qui inclut la Russie. Les présidents de la COP, historiquement, ont tous été ministres ou des diplomates jusqu'à l'exception de 2023. Bien que les panneaux solaires soient conçus pour résister aux intempéries, il n'est pas rare qu'ils accumulent au fil du temps de la poussière, des saletés ou des déjections d'oiseaux, ce qui rend leur nettoyage très difficile. Cependant, le nettoyage des panneaux solaires est primordial pour le maintien et la performance énergétique de leurs installations. Les images. Le développement de l'énergie solaire photovoltaïque connaît une croissance exponentielle depuis plus de 20 ans à l'échelle mondiale. À partir des années 1990, l'énergie solaire photovoltaïque a évolué d'un simple marché de niche vers une source de production d'électricité à l'échelle industrielle. Reconnue en tant que source d'énergie renouvelable, la part d'énergie solaire dans le monde est passée, selon l'Agence internationale de l'énergie, de 0,1% en 2010 à 3% pour l'année 2020. Depuis 2010, la part d'énergie solaire connaît une augmentation annuelle de 30%. Toutefois, pour garantir la performance et la durabilité des panneaux solaires, une étape cruciale s'impose, le nettoyage. Un panneau solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, son nettoyage est une étape nécessaire dans l'entretien de son installation. En effet, avec le temps, la présence de poussière, saleté ou autres débris peuvent s'accumuler sur la toit et donc sur le verre de surface qui protège les cellules photovoltaïques des panneaux, entraînant une diminution du rendement allant jusqu'à 25% selon certaines études. De plus, une mauvaise évacuation de l'eau peut favoriser l'apparition de champignons ou de moisissures susceptibles d'endommager durablement les cellules photovoltaïques. Un entretien régulier permet donc de préserver la qualité de l'installation et d'éviter de coûteuses réparations à long terme. La fréquence du nettoyage dépend principalement de l'environnement géographique et climatique. En règle générale, un nettoyage annuel suffit pour garantir une performance optimale. Pour un panneau solaire installé près d'une route, d'un chantier ou d'une zone particulièrement polluée, il est recommandé d'effectuer ce nettoyage plus fréquemment, voire tous les 3 à 6 mois. De même, certaines saisons sont propices à l'accumulation des salissures, notamment en hiver, avec la chute des feuilles ou au printemps lors de la période pollinique. Dans ce cas, il est également recommandé, si possible, d'effectuer également une vérification visuelle régulière pour répéter tout dépôt anormal et intervenir rapidement. Le nettoyage des panneaux solaires a pour principal objectif le maintien des performances énergétiques de son installation. Et pour finir, les forêts boréales de la Finlande sont menacées par les scolytes. Favorisés par le réchauffement climatique, ces ravageurs s'attaquent au Picea ablis, l'une des espèces d'arbres les plus répandues en Finlande.
Ces insectes menacent les forêts aussi précieuses pour la planète que les forêts amazoniennes. Les images. Les forêts boréales, aussi précieuses pour la planète que la forêt amazonienne, sont ravagées par les scolites. Ces petits insectes de couleur marron s'en prennent au Picea abyss, l'une des espèces d'arbres les plus répandues en Finlande, et détruisent lentement des bois. Les coléoptères dévorent absolument tout autour des conifères et finissent par les tuer en empêchant l'eau et les nutriments venant du sol d'atteindre les branches en hauteur. Ces insectes ont fait des ravages à travers l'Europe centrale et orientale, surtout à partir de 2018, a déclaré Marcus Melin, un scientifique de l'Institut des ressources naturelles de Finlande. Des morceaux de leurs écorces se décollent, des brindilles tombent des branches mortes, creusant pour pondre leurs œufs. La menace est habituellement bien plus importante dans le sud de la Finlande, mais l'été torride de 2021 a vu les scolites faire des ravages très au nord dans la région de Kenu. C'est un phénomène bien connu. Les scolites des conifères sont l'une des espèces qui profitent le plus du réchauffement climatique pour se répandre, a affirmé Marcus Melin. Ces coléoptères choisissent les arbres déjà affaiblis par des étés torrides et manquant d'eau, tandis que les hivers de plus en plus chauds et l'absence des sols gelés rendent difficile la protection des arbres face aux tempêtes. Le climat de plus en plus chaud accélère en outre le cycle de vie des scolites. Leur taux de mortalité baisse et ils se reproduisent bien plus vite, a déploré Marcus Melin. S'ils choisissent d'abord les arbres les plus faibles, une fois devenus très nombreux, les scolites s'en prennent aux arbres en bonne santé. Le scientifique de l'Institut des ressources naturelles de Finlande déplore également que si les gardes forestiers ne réagissent pas à temps en retirant les arbres les plus faibles, tout d'un coup les scolites devenus très nombreux sont en mesure de s'en prendre aux arbres en bonne santé. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Green TV International. Excellent week-end à tous.